Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Ça roule avec la même voiture, mais avec une nouvelle motorisation, le rétrofit. On en parle avec vous, Pierre Chasseret. On en parle également avec notre invité, Stéphane Vimez. Bonsoir à vous. Bonsoir Pierre, bonsoir Jean-Marie. Soyez bienvenus sur Sud Radio. Vous êtes le directeur général du 2 chevaux Méhari Club. Pierre. Alors, avant d'entamer sur la solution rétrofit, déjà le 2 chevaux Méhari Club, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une entreprise. Alors, on croit que c'est un club, mais effectivement, c'est une entreprise. C'est une aventure qui a démarré il y a un peu plus de 30 ans à Cassis, dans un des plus beaux endroits de France, voire plus. On est au bord des Calanques, au bord de la Méditerranée, et donc on réparait les 2 chevaux et les Méhari à l'époque. On s'en est fait une spécialité. On a eu la chance quelques années plus tard que Citroën nous confie les moules de fabrication des pièces détachées de ces voitures. Et depuis donc plus de 30 ans, on refabrique les pièces détachées pour les 2 chevaux et les Méhari pour que les passionnés puissent les bricoler et continuer à rouler et à arpenter les routes de France avec. 2 voitures Citroën mythiques, d'ailleurs, on le rappelle, la Méhari, celle qu'on peut voir parfois quand on va en vacances. Ouais, la Méhari, c'est une voiture qui est incroyable le long des plages parce que vous la lavez au jet d'eau, tout est lavable. Donc, elle pèse pas lourd. Elle pèse pas lourd, c'est pas une voiture pour faire des kilomètres sur autoroute, bien évidemment. Non. Tiens, c'est un peu comme une électrique, finalement, la transition est toute faite. Quand on a une Méhari, c'est finalement... La Méhari, c'est la voiture idéale à transformer en électrique, d'autant plus que Citroën a déjà eu l'idée, puisqu'elle a sorti un nouveau modèle de Citroën Méhari électrique, la e-Méhari. Oui, tout à fait. C'est vraiment le véhicule idéal. Alors, on l'a fait également. C'était nos premiers pas dans l'électrique parce que on est une entreprise avec du savoir-faire, de l'artisanat, mais on est aussi une entreprise innovante. On a démarré en 2016-2017 avec une version électrique de la Méhari. À l'époque, le rétrofit n'existait pas. On a réhomologué une voiture en quadricycle lourd parce que c'était effectivement la candidate idéale à l'électrification parce que arpenter les côtes en silence et en plein air, c'était le combo idéal. Bon alors, outre le fait que vous avez ce côté un petit peu fort désagréable d'habiter dans une très belle région et que moi, du coup, je suis à côté d'Iriette du Mans et que ça fait moins rêver, on est bien d'accord. Outre cela, le véhicule rétrofit, pour tous ceux qui nous écoutent et que ça intéresse, comment on procède pour transformer son véhicule thermique en véhicule électrique ? Alors écoutez, le concept est simple, la réalisation un petit peu moins évidemment, mais on a la chance en France depuis avril 2020 d'être autorisé à le faire, puisqu'il faut dire qu'avant c'était impossible, que ça concerne pas que les voitures, parce que il y a aussi des gens qui le font sur les 2 roues, il y en a qui le font sur les cars, sur les bus. Donc l'opération et l'idée est la même, c'est de dire je prends un véhicule de plus de 5 ans, je retire le moteur thermique et tous les accessoires qui vont avec, je dirais la ligne d'échappement, le réservoir d'essence, et je viens implanter un moteur électrique, un pack batterie et la gestion électronique qui va faire fonctionner l'ensemble. Le gros du coup, on est d'accord, c'est la batterie. Voilà, quasiment dans 50% du coût est lié aux batteries. L'autre coût qui est lié à la réglementation, c'est il faut homologuer ce kit. C'est ce qu'on a fait ces derniers mois et qui fait qu'aujourd'hui on est ensemble puisque on a été les premiers en France à homologuer un kit pour un véhicule roulant. Ça veut dire, on dit homologué, ça veut dire que c'est légal. C'est-à-dire que je transforme ma voiture diesel ou essence en voiture électrique, c'est la même. Il y a juste ce qui est sous le capot qui a changé. Tout est légal et je suis en règle. Vous êtes en règle et vous avez une nouvelle carte grise. Alors, elle garde son numéro d'IMAT, sauf que là où il était marqué avant ESS pour essence, il va être marqué EL pour électrique et elle sera éligible à la fameuse vignette verte critère 0. Qui permettra justement de continuer à l'emprunter, par exemple, en centre-ville. Ça, c'est une question, c'est un aspect très important. En général, si je prends un véhicule, c'est quoi le véhicule le plus souvent rétrofité en moyenne ? En tout cas, aujourd'hui, c'est beaucoup d'intentions puisque, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est très très récent puisque l'arrêté a été publié en avril. Et là, aujourd'hui, dans l'association R, dont je fais partie, qui regroupe les industriels du rétrofit, on a pas mal de gens qui sont sur l'utilitaire puisque notamment les ZFE, ça va contraindre des artisans à rouler en électrique demain. On a des gens qui s'intéressent aux cars et aux bus. Parce que là aussi, il va y avoir des contraintes. On a les 2 roues. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de l'offre, elle est encore limitée. Encore une fois, on est les premiers, d'autres arrivent derrière. Par contre, dans les demandes qu'on reçoit ça régulièrement, commence à exploser.
Voilà, on a beaucoup de demandes sur des véhicules anciens, beaucoup de demandes sur des véhicules utilitaires. Et après, c'est un peu... Imaginons que je sois plombier dans une grande ville, tiens, par exemple dans le centre-ville de Bordeaux ou le centre-ville de Marseille. J'ai un trafic, je veux le rétrofiter, justement, le faire passer du thermique à l'électrique, ça va me coûter combien ? Aujourd'hui, alors nous, c'est pas une opération qu'on réalise, mais il y a un de nos adhérents qui s'appelle Phoenix Mobility qui le fait. Aujourd'hui, il communique sur un pack aux environs de 30 000 euros, avec l'installation comprise. Alors ça, c'est ce que coûte le pack. Et aujourd'hui, heureusement, il y a quand même quelques mesures d'accompagnement, des primes à la conversion, des aides au niveau national et également au niveau régional et métropole. Et notamment sur le véhicule utilitaire, les régions et les métropoles, notamment celles qui sont touchées par les ZFE, ont commencé à bâtir des trains de mesure pour permettre la transition. Alors là, attention, on parle d'un pack qui touche au véhicule, effectivement, le trafic, c'est un véhicule d'entrepreneur pour la plupart du temps. Je rassure tous ceux qui nous écoutent, une petite voiture, ça va être bien moins cher. Ce qui peut être éligible, Jean-Marie, et ce qui peut être sympa, c'est mon petit côté wheeler dealers ou vintage mécanique pour ceux qui connaissent un petit peu ce genre d'émission. C'est que vous prenez des anciens véhicules où la mécanique est relativement morte, moteur HS, véhicules non roulants. Et bien la plupart du temps, ces véhicules qui peuvent être des véhicules mythiques, c'est ceux-là que vous pouvez avoir la tentation pour... Une DS électrique, c'est faisable ? Mais tout est faisable. Concrètement, une DS électrique, vous le faites ? Une DS de l'ancien temps, j'entends, celle de Rabbi Jacob. On ne le fait pas encore. Aujourd'hui, on s'est concentré sur une voiture qui est très répandue parce qu'il y a quand même un gros travail de conception et d'homologation, donc il faut le faire sur un véhicule qu'on croise régulièrement. Et donc nous, on l'a fait sur la 2 chevaux parce que c'est aussi un symbole c'est formidable. de la voiture automobile française. Elle était novatrice à l'époque, elle l'est encore aujourd'hui. Et donc c'est celle-ci qu'on a choisi de rétrofiter. 2 chevaux électrique, en plus avec les dimensions de la 2 chevaux dans un centre-ville où c'est difficile de se garer, par exemple, c'est quand même formidable. Et on arrive à quelle en rétrofit, quelle autonomie, par exemple ? Qu'est-ce qui change ? C'est quoi les performances d'une 2 chevaux rétrofitée en général ? Alors, les performances sont par définition les mêmes puisque l'arrêté nous demande de maintenir le même niveau de puissance. Par contre, c'est un véhicule qui a beaucoup plus de couple à bas régime, vous imaginez bien. Donc, en fait, dans la circulation, là où d'habitude vous pouviez peiner un petit peu à suivre le rythme, là vous êtes parfaitement dans le rythme et c'est très agréable. La voiture redémarre au feu rouge de façon très naturelle. Vous pouvez vraiment griller une Mercedes quand vous êtes sur la ligne du départ au démarrage avec votre 2 chevaux, ça doit faire tout drôle. 0,50. Ça vous rappelle pas une histoire, ça, une bonne sœur du côté de Saint-Tropez, si, à mon avis, oui, dans le gendarme. Je me demande, ça va être ce type de performance qui est génial avec l'électrique, c'est ce 0 à 50 km/h. En une seconde, et ça à bord d'une 2 chevaux, ça doit être assez exceptionnel. Effectivement, ça doit être quand même formidable. Donc c'est vraiment aussi, ça permet de donner une seconde vie, c'est ça le plus important d'ailleurs. Et c'est pour ça que votre entreprise, le 2 chevaux Méhari Club, s'est intéressé et impliqué dedans. Ça donne une vraie seconde vie à des véhicules mythiques. Tout à fait ça. Il y a une logique d'économie circulaire. On n'envoie pas une voiture à la casse et on lui donne une seconde vie. Vous avez tout à fait raison. Et au-delà de la contrainte des ZFE dont on parle beaucoup, il y a aussi des logiques de génération. C'est-à-dire qu'on voit arriver des nouvelles générations qui ont un rapport à l'automobile qui est très différent de celui de leurs aînés. Et quelque part, une des réflexions qu'on a, c'est de se dire, une des formes de préservation de ce patrimoine, c'est peut-être de l'adapter, de le transformer un petit peu. Alors certes, on lui enlève son âme, qui est le Disneyland, mais demain, en la transformant en électrique, on aura peut-être des plus jeunes qui continueront à rouler en 2 chevaux et on aura toujours l'occasion de sourire en voyant passer ce véhicule dans la rue. Je pense qu'il ne faut pas opposer le véhicule de demain, que peut être incontestablement le véhicule électrique. Il n'y aura pas que ça. Il y a l'hydrogène qui arrive, il y a d'autres technologies, mais en tout cas, ça fera partie du monde de demain. Il ne faut pas l'opposer aux véhicules d'hier. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de pouvoir adapter ces anciens véhicules en leur donnant cette seconde vie, en lui permettant à moindre coût. Alors on s'entend quand je dis ça, c'est que sur une 2 chevaux, on est à moins de 10 000 euros. Oui, avec les primes, on va être à moins de 10 000 euros. Alors attention, pour la rétrofiter. Voilà, quand je dis à moindre coût, je ne me tirez pas dessus, personne. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Ça veut dire que ça reste un coût évidemment pour tous ceux qui nous écoutent, mais une restauration d'un véhicule ancien, d'un véhicule d'époque, qu'il soit de collection ou juste véhicule historique, ça coûte très cher. Donc rendre un véhicule roulant à partir d'une mécanique qui redevient très simple, parce que la motorisation électrique, je dis pas que votre boulot est facile à faire, loin de là. Je dis juste que c'est très facile finalement de poser une motorisation électrique sur un véhicule. Est-ce que le véhicule redevient un véhicule neuf
par la suite? Est-ce qu'il passe au contrôle technique tous les 2 ans? Comment ça se passe là-dessus sur un véhicule rétrofité? Alors, il garde sa carte grise d'origine, donc avec son année de naissance, on va dire, mais par contre, il est effectivement soumis à la réglementation française, donc il va passer au contrôle technique de façon régulière. Vous avez raison de souligner la notion d'état du véhicule, parce que avant d'être rétrofité, on doit s'assurer qu'il est en bon état. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y a probablement des véhicules qui nécessiteront un peu de travaux, mais ça fait partie aussi de la sécurité qui doit être garantie aux usagers. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, on a vu arriver, nous, des gens qui nous disent la 2 chevaux qu'on avait du grand-père qui était dans une grange, on voulait pas la toucher parce que un moteur thermique, il perd de l'huile, c'est compliqué, on sait pas bricoler. Et par contre, de pouvoir lui associer une motorisation électrique, les gens ils voient tout de suite de la simplicité d'utilisation et c'est très juste. La voiture est beaucoup plus facile d'usage. Il y a une certaine logique en plus, Pierre. Il y a une certaine logique à ça, c'est que comment dire, un véhicule comme la 2 chevaux, les véhicules en moyenne étaient plutôt plus légers que les véhicules qu'on a aujourd'hui. Ce qui est intéressant pour le passer à l'électrique, pour avoir une bonne autonomie, non? Il y aura une meilleure autonomie. Attention à la pénétration dans l'air. C'était l'aérodynamisme à l'époque. C'était pas ce qui était le truc le plus. Mais effectivement. Et puis les véhicules anciens, c'est des véhicules avec lesquels on va faire des petits trajets. On va pas, ou alors de manière très épidermique dans l'année, on va pas faire 600 bornes tous les jours avec. Donc la motorisation électrique est finalement très adaptable à ces véhicules d'époque, ces véhicules de collection. Moi, en tout cas, je trouve ça très bien. Ça me plaît beaucoup en termes d'idées. Et si ça permet de faire revenir un petit peu sur les routes, tout simplement sur les routes des véhicules qui étaient en mauvais état, par exemple, ou que les gens n'osaient pas parce que la vieille motorisation, c'est une seconde vie, justement. L'autonomie va dépendre un petit peu du pack batterie que vous allez choisir. Alors la batterie, on a compris, bien sûr, c'est 50% du prix du rétrofit. C'est normal. Donc plus vous mettez une grosse batterie, plus vous avez d'autonomie, mais sachant plus vous avez une grosse batterie, plus vous payez. Vous n'allez pas vouloir avoir une 2 chevaux électrique pour faire Toulouse-Paris, par exemple, tous les jours, en tout cas. Voilà. En tout cas, voilà. Merci à vous de nous avoir fait un peu rêver quand même ce soir sur Sud Radio. La nouvelle vie, la transformation, le rétrofit de notre 2 chevaux. Merci à vous, Stéphane Vimez, d'être intervenu dans Ça roule sur Sud Radio. Ça roule à l'électrique, même si ça roulait à l'essence avant. Directeur général du 2 chevaux Méhari Club. Ça roule jusqu'à 20h, je le disais. On va vous présenter le garage école. C'est un garage justement que vous pouvez découvrir, qui vous permet de payer un peu moins cher que dans un garage normal. Et on vous expliquera comment vous faites pour en trouver un justement, mais tout de suite on passe au métier auto de la semaine. Le métier auto de la semaine, chaque semaine, Pierre Chasseret et Ça roule nous présentent sur Sud Radio un des nombreux métiers de l'univers de l'automobile. Ce vendredi soir, on parle des recycleurs de véhicules hors d'usage. Bonsoir à vous, Patrick Poincelet-Caréco. Oui, bonsoir à tous. Et bienvenue sur Sud Radio. Pierre. Merci. Alors Patrick, vous représentez un petit peu cette branche des recycleurs de véhicules. C'est un métier dont on n'entend jamais parler, le recycleur de véhicules. On va situer. Notre voiture est HS. Elle est au niveau où on va la transformer un peu en Oscar, c'est-à-dire en cube. Mais avant, il se passe quelque chose. Est-ce que cette vision-là que j'ai, c'est une vision périmée, datée, qui date des films de Colombo où on voyait qu'on transformait les voitures en cubes? Oui et non, puisque de toute façon un véhicule, à partir du moment où on le met sur le marché, à un moment il faut le détruire. Donc déjà, aujourd'hui on a officiellement un nom, on s'appelle des centres agréés VHU, donc des centres agréés véhicules hors d'usage. Alors pour monsieur tout le monde, que tout le monde soit bien au courant, vos auditeurs comprennent bien, eh bien on est tout simplement les anciennes casses automobiles telles qu'on les connaissait et que vous les entendez. On a un nom officiel, on est centre agréé véhicules hors d'usage. Alors comment ça se passe votre métier? Vous voyez quand même pas mal de monde parce qu'il y a de plus en plus, on va faire un sujet juste après vous sur les garages écoles, mais maintenant de plus en plus on essaye de dépatouiller, on essaye de bricoler, de faire un peu de mécanique. Les émissions de ce type-là à la télévision, on le vend en poupe. Est-ce que vous voyez de plus en plus de particuliers qui viennent chez vous pour vous prendre quelques pièces? Non, malheureusement, je pense que nous on a notre plus grosse force de pénétration aujourd'hui, et d'ailleurs la loi l'impose, puisque aujourd'hui tout professionnel de l'automobile doit proposer de la pièce alternative avec de la pièce, ce qu'on appelle aujourd'hui communément notre pièce d'occasion, devient maintenant un nom très pompeux qui est pièce de l'économie circulaire.
Hein, voilà. C'est beau. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau, n'est-ce pas? Mais clairement, tous les professionnels automobiles doivent proposer au moment de la réparation de votre véhicule, que ce soit en maintenance ou en réparation collision, doivent vous proposer cette alternative avec de la pièce de l'économie Donc circulaire. vous démontez les voitures avant et vous regardez sur la voiture qu'est-ce qui peut être réutilisé ou pas? Oui, donc nous sommes le dernier maillon de la filière. Hein, c'est-à-dire que nous, le véhicule, vous l'utilisez, vous l'avez acheté, vous l'utilisez, il fait un certain nombre de changements de propriétaire et à un moment, il arrive en fin de vie. Et cette fin de vie, nous sommes aujourd'hui, ces centres agréés VHU sont les seules entreprises autorisées par la loi pour traiter votre véhicule en fin de vie. Alors le traiter aussi bien sur le plan physique, c'est-à-dire la destruction de la voiture physiquement, mais aussi administrativement, puisqu'il faut savoir que c'est chez nous qu'un véhicule va être désimmatriculé dans le système d'immatriculation. Et forcément, notre activité, on va récupérer les véhicules en fin de vie et on va en valoriser les composants, puisque nous sommes aujourd'hui soumis à une directive européenne qui nous impose de recycler le véhicule à 95% de sa masse. On est le produit de consommation quasiment le plus recyclé aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste en gros, globalement? Qu'est-ce qui est un recyclable dans une voiture, dans ma vieille voiture? Alors, il y a encore quelques produits comme qu'on n'arrive pas surtout à trier et avoir des sources de valorisation suffisantes. Comme quoi? Pour les mousses, par exemple, certaines mousses de siège, certains caoutchoucs. On va retrouver un petit peu de verre. On va retrouver. C'est un peu frustrant quand même, parce que la mousse, après tout, les mousses de siège ou alors certains caoutchoucs, on n'a pas forcément envie de se dire c'est la partie la plus sensible de la mécanique, quoi. Comment ça se fait que ce soit ces résidus-là qui soient les plus difficiles à traiter? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas de filière économiquement viable aujourd'hui. Hein. Donc, tout ce qui est matière, hein, matériaux, tout ce qui est métaux, donc ferreux ou non ferreux, forcément, c'est valorisé. Aujourd'hui, on valorise aussi de plus en plus de ce qu'on appelle des terres rares, c'est-à-dire tous les produits des pots catalytiques, par exemple, tous les composants des pots catalytiques. Et là, vous voyez, on va tenter une expérience avec l'ADEME et pour récupérer les aimants. Vous voyez, les aimants qui sont dans les différents organes de l'automobile, l'alternateur, le démarreur, les haut-parleurs. Eh bien, on va tenter une expérience pour voir si c'est rentable et si c'est économiquement jouable de pouvoir récupérer ces aimants. Et en fin de compte, notre vieille voiture est une véritable caverne d'Ali Baba, quoi. Petite astuce très simple pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont un fils, par exemple, comme moi, qui est fan de jeux vidéo et de jeux de voiture. Eh bien, maintenant que je sais que c'est pas recyclable, les sièges de voiture, vous transformez un siège de voiture, vous allez en acheter un et vous achetez, vous savez, les petits volants qui se connectent à la console. Alors là, vous faites des sensations extraordinaires. Et ça peut être super sympa d'avoir un véritable siège d'auto. C'est pas très compliqué à faire, hein, finalement. Absolument, absolument. On faisait ça dans le temps. On faisait même des salons complets avec des intérieurs de voiture. Bon, on l'a peut-être pas. On a fait. Je laisse la bonne idée à Jean-Marie. C'est un style, hein, effectivement. Il faut regarder. Et pourquoi pas, après tout. Les intérieurs cuir, on peut faire des choses sympas, quoi. On pourrait. En tout cas, rien ne doit se perdre. Pas besoin de tout créer. Tout doit se transformer, justement. Merci à vous. Patrick Poincelet, fondateur du réseau Careco, d'être intervenu sur Sud Radio. Vous êtes le président de la branche des recycleurs de véhicules hors d'usage au CNPA. Merci d'être intervenu sur Sud Radio et de nous avoir présenté à tous sur Sud Radio votre passion. On parle d'une autre passion dans un instant avec vous, Pierre Chasseret. L'école. L'école et le garage. Tiens, garage-école, définition en 2 mots? En 2 mots, un garage où on va professionnaliser et donner de l'expérience aux futurs garagistes, tout en faisant faire des économies aux utilisateurs. C'est moins cher. Où en trouver? Comment ça se passe? On vous explique tout dans un instant sur Sud Radio.